Nous vous souhaitons la bienvenue sur le centre Commandant Millet, que les Auvillois et les Carillons ont l'habitude d'appeler l'Arsenal. Cette base, qui appartient depuis 62 ans à la Marine nationale, est implantée sur un terrain militaire de 35 hectares, dont 20% sont sur la commune de Houille et 80% sur celle de Carrières-sur-Seine. La même surface existe dans les souterrains, soit l'équivalent de 70 terrains de football. Vous allez maintenant descendre virtuellement dans les souterrains de cette base, qui sont situés à environ une dizaine de mètres sous terre. Ils sont si étendus que l'on s'y déplace en voiture et les galeries principales portent des noms afin de mieux se repérer. Nous allons maintenant vous raconter l'histoire de cette base au cours du temps. Dès le Moyen Âge, ces souterrains renfermaient des carrières d'où étaient extraites les pierres en calcaire dur que l'on appelle le liais. Ce calcaire était commercialisé sous l'appellation de pierre de houille. Matériau de bonne qualité, il constitue l'élément de prédilection pour la construction des édifices et monuments de la région parisienne dont ont bénéficié l'abbaye de Saint-Denis, une partie de la cathédrale de Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et le Sacré-Cœur. Reconnus pour la qualité de leurs pierres à bâtir, ces carrières ont été intensément exploitées jusqu'à leur abandon au profit de la mytiliculture ou culture du champignon. Dans ces galeries, idéales pour la stabilité de la température régnante, soit environ 11 degrés, les très célèbres champignons de Paris poussaient sur de la paille recouverte de fumier de cheval. La culture des champignons prend son essor vers le milieu du XIXe siècle. Il convient de signaler que la culture des champignons a été abandonnée dans les souterrains du centre Commandant Millet en l'an 2000. C'est un peu avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, que le ministère de l'Air a réquisitionné les anciennes carrières et les champignonnières pour y installer une usine d'armement d'Hispano-Suiza chargée de la production des moteurs, hélices et canons des avions de combat français comme le Devoitine 520, considéré comme le meilleur avion de chasse de l'armée de l'air française en 1940. Au cours du Second conflit mondial, alors que les aménagements sont à peine terminés, les armées allemandes envahissent la France, puis prennent possession de ces souterrains en mai 1941 pour y installer un arsenal au profit de la marine allemande, la Kriegsmarine. Des travaux considérables sont alors entrepris et les Allemands installent de nombreux ateliers mécaniques avec des machines-outils. Les Allemands appelaient cet arsenal souterrain le torpedo-arsenal qui servait à la réparation des torpilles. Les torpilles sont des armes transportées à bord de sous-marins et destinées à couler des bateaux de commerce ou des navires de guerre ennemis. Une fois réparées, les torpilles étaient stockées dans des salles très vastes des souterrains. Elles y étaient entreposées par 4 contre les piliers de soutènement. Les torpilles mesuraient 7 mètres de long et avaient un diamètre de 53 cm. Chaque torpille comprenait un moteur alimenté par un ensemble de batteries électriques et actionnant une hélice qui permettait d'atteindre la vitesse de 30 nœuds, soit environ 55 km/h, ce qui était très rapide pour l'époque. La charge explosive transportée, d'un poids de 250 kg, permettait ainsi de couler de gros navires. Les sous-marins allemands pouvaient emporter 14 torpilles et 24 pour les plus gros. Dans cet arsenal, environ 3000 ouvriers français seront obligés de travailler pendant 3 ans. Un millier de soldats allemands surveillaient ces ouvriers dans plusieurs ateliers mécaniques installés dans les salles de part et d'autre des galeries sur lesquelles sont encore visibles quelques inscriptions en allemand et en français. La vie était bien organisée dans cet arsenal qui disposait du nécessaire pour vivre à l'abri des attaques aériennes alliées. Au-dessus de l'arsenal, une ferme avec des animaux avait été installée afin de le rendre plus discret et tromper ainsi les alliés. Cet arsenal, réputé invulnérable du fait de sa protection, n'a pas été bombardé ni par les Américains ni par les Anglais, mais des actes de sabotage y ont été commis par les ouvriers français afin de ralentir le travail. Lorsque les torpilles étaient prêtes, elles étaient acheminées depuis l'arsenal vers la gare de Houille sur des chariots tractés par des petits engins électriques. Chaque chariot pouvait contenir plusieurs torpilles.
Une fois arrivées en gare, elles étaient chargées sur des wagons spéciaux qui constituaient des trains de munitions. Ces trains se dirigeaient ensuite vers les bases sous-marines sur l'Atlantique, à Brest, Saint-Nazaire, Lorient, La Rochelle et Bordeaux. Chaque base comportait plusieurs alvéoles dans lesquelles les sous-marins se mettaient à l'abri des bombardements alliés. Arrivés à destination, les torpilles étaient embarquées à bord des sous-marins qui partaient en mission pour détruire les convois de navires marchands de ravitaillement en provenance des États-Unis et à destination de l'Angleterre. L'instinct du sous-marin, c'est la chasse. Une proie à l'horizon, et c'est l'alerte. Chacun connaît par cœur les gestes qu'il doit faire. Les barres à moins toutes, les ballasts, les moteurs électriques, le périscope, pareil aux torpilles. Tout l'équipage est maintenant suspendu aux lèvres du commandant, qui seul voit pour tous, pense pour tous, décide pour tous. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Le jour le plus long de la guerre est commencé. Le 25 août 1944, Paris est la première capitale à être libérée. Compte tenu de l'avance et de la pression imposée par les Alliés, les Allemands sont obligés de se replier vers l'arrière et ils doivent abandonner l'arsenal. Cependant, avant de le quitter, ils minent certaines salles et les font exploser le 25 août 1944. Fort heureusement, il n'y a aucune victime. Lorsque la marine française reprend possession du site en septembre 1944, elle trouve parmi les débris un important stock de torpilles encore intactes. Ces torpilles seront utilisées pour entraîner les sous-mariniers français jusque dans les années 60. À Carrières-sur-Seine, le sol est bouleversé. Les Allemands voulaient détruire là les précieuses réserves qu'ils avaient accumulées et il faut explorer avec soin, dénicher les dernières mines. Et tout n'a pas sauté. Les FFI veillaient. Grâce à eux, les dernières mèches n'ont pas été allumées. Allons voir les provisions. Dans les carrières aménagées à grands frais, on découvre aujourd'hui intactes les torpilles préparées pour les sous-marins allemands. Les torpilles qui n'ont pas eu le temps de faire du mal et qui semblent aligner bien sagement des bouteilles géantes dans la cave de Gargantua. En 1970, le centre est officiellement baptisé Centre Commandant Millet, du nom d'un officier de marine, Georges Millet, commandant le sous-marin Proté et qui a coulé sur une mine allemande en décembre 1943 au cours d'une patrouille au large des côtes de Provence. Ce jeune commandant et ses 73 hommes d'équipage sont morts au combat pour libérer la France de l'envahisseur nazi et la Marine nationale a tenu à perpétuer sa mémoire. En 1972, l'état-major de la FOST, composante principale de la force nucléaire stratégique, s'implante sur le centre et y restera pendant 28 ans jusqu'à son départ pour Brest en l'an 2000. 3 années plus tard, le centre abrite la direction centrale du service des systèmes d'information de la marine, dirigé par le contre-amiral Thierry Bonne.
À la fin de l'année 2005, le commandement de la gendarmerie maritime s'implante sur le centre. En tout, ce sont 500 personnels militaires et civils qui travaillent sur le centre commandant Millet.